L'histoire forme donc pour les sciences humaines un milieu d'accueil à la fois privilégié et dangereux. À chaque science de l'homme, elle donne un arrière-fond qui l'établit, lui fixe un sol et comme une patrie. Elle détermine la plage culturelle, l'épisode chronologique, l'insertion géographique, où on peut reconnaître à ce savoir sa validité. Mais elle les cerne d'une frontière qui les limite et ruine d'entrée de jeu leur prétention à valoir dans l'élément de l'universalité. Elle révèle de cette manière que si l'homme, avant même de le savoir, a toujours été soumis aux déterminations que pouvant manifester la psychologie, la sociologie, l'analyse des langages. Il n'est pas pour autant l'objet intemporel d'un savoir qui, au moins au niveau de ses doigts, serait lui-même sans âge. Même lorsqu'elle évitant toute référence à l'histoire, les sciences humaines, et à ce titre on peut placer l'histoire parmi elles, ne font jamais que mettre en rapport un épisode culturel avec un autre, celui auquel elles s'appliquent comme à leur objet, et celui où elles s'enracinent quant à leur existence, leur mode d'être, leur méthode et leur concept. Et si elles s'appliquent à leur propre synchronie, c'est à lui-même qu'elles rapportent l'épisode culturel dont elles sont issues. Si bien que l'homme n'apparaît jamais dans sa positivité sans que celle-ci soit aussitôt limitée par l'illimité de l'histoire. On voit se reconstituer ici un mouvement analogue à celui qui animait de l'intérieur tout le domaine de science de l'homme, tel qu'il a été analysé plus haut. Ce mouvement renvoyait perpétuellement des positivités qui déterminent l'être de l'homme à la finitude qui fait apparaître ces mêmes positivités. De sorte que les sciences étant prises elles-mêmes dans cette grande oscillation, mais qu'à leur tour elles la reprenaient dans la forme de leur propre positivité en cherchant à aller sans cesse de consciente à l'inconsciente. Voilà qu'avec l'histoire, une oscillation semblable recommence. Mais cette fois, elle ne joue pas entre la positivité de l'homme pris comme objet et manifesté empiriquement
par le travail, la vie et le langage, et les limites radicales de son être. Elle joue entre les limites temporelles qui définissent les formes singulières du travail, de la vie et du langage, et la positivité historique de sujets qui, par la connaissance, trouvent accès jusqu'à eux. Ici encore, le sujet et l'objet sont liés dans une mise en question réciproque. Mais alors que là-bas, cette mise en question se faisait à l'intérieur même de la connaissance positive et par le progressif dévoilement de l'inconscient par la conscience. Ici, elle se fait aux confins extérieures de l'objet et du sujet. Elle dessine l'érosion à laquelle tous deux sont soumis, la dispersion qui les écarte l'un de l'autre, les archant à une positivité calme, enracinée et définitive, en dévoilant l'inconscient comme leur objet le plus fondamental. Les sciences humaines montrant qu'il y avait toujours à penser encore dans ce qui était déjà pensé au niveau manifeste. En découvrant la loi du temps comme limite externe des sciences humaines, l'histoire montre que tout ce qui est pensé le sera encore par une pensée qui n'a pas encore vu le jour. Mais peut-être n'avons-nous là, sous les formes concrètes de l'inconscient et de l'histoire, que les deux faces de cette finitude qui, en découvrant qu'elle était à elle-même son propre fondement, a fait apparaître au XIXe siècle la figure de l'homme, une finitude sans infini. C'est sans doute une finitude qui n'a jamais fini, qui est toujours en retraite par rapport à elle-même, à qui elle reste encore quelque chose à penser dans l'instant même où elle pense, à qui elle reste toujours du temps pour penser de nouveau ce qu'elle a pensé. Dans la pensée moderne, l'historicisme et l'analytique de la finitude sont face, se font face. L'historicisme et l'analytique de la finitude se font face. L'historicisme est une manière de faire valoir pour lui-même le perpétuel rapport critique qui joue entre l'histoire et les sciences humaines.
mais il l'instaure au sous niveau des positivités. La connaissance positive de l'homme est limitée par la positivité historique du sujet qui connaît, de sorte que le moment de la finitude est déçu dans le jus d'une relativité à laquelle il n'est pas possible d'échapper et qui vaut elle-même comme une absolue. Être fini, ce serait tout simplement être pris par les lois d'une perspective qui à la fois permettent une certaine saisie du type de la perception ou de la compréhension et empêche que celle-ci soit jamais intellection universelle et définitive. Toute connaissance s'enracine dans une vie, une société, un langage qui ont une histoire. Et dans cette histoire même, elle trouve l'élément qui lui permet de communiquer avec d'autres formes de vie, d'autres types de société, d'autres significations. C'est pourquoi l'historicisme implique toujours une certaine philosophie, ou du moins une certaine méthodologie de la compréhension vivante dans l'élément de la Lebenswelt, de la communication interhumaine sur fond des organisations sociales et de l'herméneutique comme récit à travers le sens manifeste d'un discours, d'un sens à la fois seconde et première, c'est-à-dire plus caché mais plus fondamental. Par là, les différentes positivités formées par l'histoire et déposées en elle pouvant entrer en contact les unes avec les autres, s'envelopper sur le mode de la connaissance, libérer le contenu qui sommeille en elle. Ce ne sont pas alors les limites elles-mêmes qui apparaissent dans leur rigueur impérieuse, mais des totalités partielles, des totalités qui se trouvent limitées de fait, des totalités dont on peut, jusqu'à un certain point, faire bouger les frontières, mais qui ne s'étendront jamais dans l'espace d'une analyse définitive et ne s'élèveront jamais non plus jusqu'à la totalité absolue. C'est pourquoi l'analyse de la finitude ne cesse de revendiquer contre l'historicisme la part que celui-ci avait négligée. Elle a pour projet de faire surgir
au fondement de toutes les positivités et avant elles la finitude qui les rend possibles. Là où l'historicisme cherchait la possibilité et la justification de rapports concrets entre des totalités bornées, dont le mode d'être était donné à l'avance par la vie, ou les formes sociales, ou les significations du langage. L'analytique de la finitude vous interrogez ce rapport de l'être humain à l'être qui, en dessinant la finitude, rendent possible les positivités en leur mode d'être concrète. Part 5. Psychanalyse, ethnologie. La psychanalyse et l'ethnologie occupant dans notre savoir une place privilégiée. Non point sans doute parce qu'elles auraient mieux que toute autre science humaine assis leur positivité et accompli enfin le vieux projet d'être véritablement scientifique. Plutôt, parce qu'aux confines de toutes les connaissances sur l'homme, elles forment à coup sur un trésor inépuisable d'expériences et de concepts. Mais surtout un perpétuel principe d'inquiétude, de mise en question, de critique et de contestation de ce qui a pu sembler par alors acquis. Il y a à cela une raison qui tient à l'objet que respectivement elles se donnent l'une et l'autre, mais qui tient plus encore à la position qu'elles occupent et à la fonction qu'elles exercent dans l'espace général de l'épistème. La psychanalyse, en effet, se tient au plus près de cette fonction critique dont on a vu qu'elle était intérieure à toutes les sciences humaines. En se donnant pour tâche de faire parler à travers la conscience le discours de l'inconsciente, la psychanalyse avance dans la direction de cette région fondamentale où se jouent les rapports de la représentation et de la finitude. Alors que toutes les sciences humaines ne vont vers l'inconscient qu'en lui tournant le dos, attendant qu'il se dévoile à mesure que se fait, comme à reculant. L'analyse de la conscience, la psychanalyse, elle, pointe vers lui directement, de propos délibérés,
non point vers ce qui doit s'expliciter peu à peu dans l'éclairage progressif de l'implicite, mais vers ce qui est là et qui se dérobe, qui existe avec la solidité muette d'une chose, d'un texte fermé sur lui-même, ou d'une lacune blanche dans un texte visible, et qui par là se défend. Il n'y a pas à supposer que la démarche freudienne est la composante d'une interprétation du sens et d'une dynamique de la résistance ou du barrage. En suivant le même chemin que les sciences humaines, mais avec le regard tourné à contresens, la psychanalyse va vers le moment inaccessible, par définition à toute connaissance théorique de l'homme, à toute saisie continue en termes de signification, de conflit ou de fonction, où les contenus de la conscience s'articulant, ou plutôt restant béants sur la finitude de l'homme. C'est-à-dire quoi, à la différence des sciences humaines, qui tout en rebroussant chemin vers l'inconsciente, demeurant toujours dans l'espace du représentable, la psychanalyse avance pour enjamber la représentation, la déborder du côté de la finitude et faire ainsi surgir. Là où on attendait les fonctions porteuses de leurs normes, les conflits chargés de règles et les significations formant système, le fait n'est qu'il puisse y avoir système, dont signification, règles dont opposition, normes dont fonction. Et en cette région où la représentation reste en suspens, au bord d'elle-même, ouvert en quelque sorte sur la fermeture de la finitude, se dessinant les trois figures par lesquelles la vie, avec ses fonctions et ses normes, vient se fonder dans la répétition muette de la mort. Les conflits et les règles dans l'ouverture dénudée du désir, les significations et les systèmes dans un langage qui est en même temps loi. On sait comment psychologues et philosophes ont appelé tout cela mythologie freudienne. Il était bien nécessaire que cette démarche de Freud leur ait paru telle, pour un savoir qui se loge dans le représentable, ce qui bord est défini vers l'extérieur, la possibilité même de la représentation ne peut être que mythologie.
mais quand ensuite, dans son allant, le mouvement de la psychanalyse, ou quand on parcourt l'espace épistémologique en son ensemble, on voit bien que ces figures imaginaires, sans doute pour un regard myope, sont les formes même de la finitude, telle qu'elle est analysée dans la pensée moderne. La mort n'est-elle pas ce à partir de quoi le savoir en général est possible? Si bien qu'elle serait du côté de la psychanalyse. La figure de ce redoublement empirico-transcendantal qui caractérisait dans la finitude la mode d'être de l'homme, le désir n'est-il pas ce qui demeure toujours impensé au corps de la pensée? Et cette loi langage, à la fois parole et système de la parole, que la psychanalyse s'efforce de faire parler, n'est-elle pas ce en quoi toute signification prend une origine plus lointaine qu'elle-même, mais aussi ce dont le retour est promis dans l'acte même de l'analyse? Il est bien vrai que jamais ni cette mort, ni ce désir, ni cette loi ne pouvant se rencontrer à l'intérieur de savoir, qui parcourt en fait l'intérieur de savoir qui parcourt en sa positivité le domaine empirique de l'homme. Mais le raison en est qu'il dessinant les conditions de possibilité de tout savoir sur l'homme. Et précisément lorsque ce langage se montre à l'état nu, mais se dérobe en même temps hors de toute signification, comme s'il était un grand système despotique et vide. Lorsque les désirs règnent à l'état sauvage, comme si la rigueur de sa règle avait nivellé toute opposition. Lorsque la mort domine toute fonction psychologique et se tient au-dessus d'elle comme sa norme unique et dévastatrice. Alors, nous reconnaissons la folie sous sa forme présente. La folie telle qu'elle se donne à l'expérience moderne comme sa vérité et son altérité. Et cette figure empirique est pourtant étrangère et dans tout ce que nous pouvons expérimenter. Notre conscience ne trouve plus
comme au XVIe siècle la trace d'un autre monde, elle ne constate plus l'errement de la raison dévoyée. Elle voit surgir ce qui nous est périlleusement la plus proche, le plus proche, comme si, soudain, se profilait en relief le creux même de notre existence, la finitude, à partir de quoi nous sommes, et nous pensons, et nous savons, et soudain devant nous, existence à la fois réelle et impossible. Penser que nous ne pouvons pas penser. Objet pour notre savoir, mais qui se dérobe toujours à lui. C'est pourquoi la psychanalyse trouve en cette folie par excellence que les psychiatres appelant schizophrénie son intime, son plus invincible tourment. Car en cette folie se donnant, sous une forme absolument manifeste et absolument retirée, les formes de la finitude vers laquelle d'ordinaire elle avance indéfiniment et dans l'interminable, à partir de ce qui lui est volontairement et involontairement offert dans le langage de patiente, de sorte que la psychanalyse s'y reconnaît quand elle est placée devant ces mêmes psychoses auxquelles pourtant, ou plutôt pour cette même raison, elle n'a guère d'accès, comme si la psychose étalée dans une illumination cruelle et donnée sur une mode non pas trop lointain, mais justement trop proche, ce vers quoi l'analyse doit lentement cheminer. Mais ce rapport de la psychanalyse avec ce qui rend possible tout savoir en général dans l'ordre des sciences humaines a encore une autre conséquence. C'est qu'elle ne peut pas se déployer comme pure connaissance spéculative ou théorie générale de l'homme. Elle ne peut traverser le champ tout entier de la représentation. Essayer de contourner ces frontières, pointer vers les plus fondamentales dans la forme d'une science empirique bâtie, à partir d'observations soigneuses. Cette percée ne peut être faite qu'à l'intérieur d'une pratique où ce n'est pas seulement la connaissance qu'on a de l'homme qui est engagé, mais à l'homme lui-même, l'homme avec cette mort qui est à l'œuvre dans sa souffrance, ce désir qui a perdu son objet et ce langage par lequel, à travers laquelle s'articule silencieusement sa loi. Tout savoir analytique est donc invinciblement lié à une pratique, à cet étranglement du rapport entre deux individus, dont l'un écoute le langage de l'autre, affranchissant ainsi
son désir de l'objet qu'il a perdu, lui faisant entendre qu'il l'a perdu, il le libérant du voisinage toujours répété de la mort, lui faisant entendre qu'un jour il mourra. C'est pourquoi rien n'est plus étranger à la psychanalyse que quelque chose comme une théorie générale de l'homme ou une anthropologie. De même que la psychanalyse se place dans la dimension de l'inconscient, de cette animation critique qui inquiète de l'intérieur tout le domaine des sciences de l'homme, l'ethnologie se place dans celle de l'historicité, de cette perpétuelle oscillation qui fait que les sciences humaines sont toujours contestées vers l'extérieur par leur propre histoire. Sans doute est-il difficile de soutenir que l'ethnologie a un rapport fondamental avec l'historicité, puisqu'elle est traditionnellement la connaissance du peuple, son histoire. En tout cas, elle étudie dans les cultures, à la fois par choix systématique et par défaut de documents, plutôt les invariants de structure que la succession des événements. Elle suspend le long discours chronologique par lequel nous essayons de réfléchir à l'intérieur d'elle-même notre propre culture. Pour faire surgir des corrélations synchroniques dans autres formes culturelles. Et pourtant, l'ethnologie n'est elle-même possible qu'à partir d'une certaine situation, d'un événement absolument singulier où se trouvant engagée à la fois notre historicité et celle de tous les hommes qui pouvons constituer l'objet d'une ethnologie, étant bien entendu que nous pouvons parfaitement faire ethnologie de notre propre société. L'ethnologie s'enracine, en effet, dans une possibilité qui appartient une propre à l'histoire de notre culture, plus encore à son rapport fondamental à toute histoire, et qui lui permettent de se lier aux autres cultures sur le mode de la pure théorie. Il y a une certaine position de la ratio occidentale qui s'est constituée dans son histoire et qui fonde le rapport qu'elle peut avoir à toutes les autres sociétés, même à cette société où elle est historiquement apparue. Ce n'est pas dire, évidemment, que la situation colonisatrice soit indispensable à l'ethnologie. Ni l'hypnose, ni l'aliénation du malade dans le personnage fantasmatique du médecin ne sont constitutives
de la psychanalyse. Mais tout comme celle-ci ne peut se déployer que dans la violence calme d'un rapport singulier et du transfert qu'il appelle. De la même façon, l'ethnologie ne prend ses dimensions propres que dans la souveraineté historique, toujours retenue mais toujours actuelle, de la pensée européenne et du rapport qui peut l'affronter à toutes les autres cultures comme à elle-même. Mais ce rapport, dans la mesure où l'ethnologie ne cherche pas à l'effacer, mais le creuse au contraire en s'installant définitivement en lui, ne l'enferme pas dans le jeu séculaire de l'historicisme. Il la met plutôt en position de contourner leur péril en inversant le mouvement qui les fait naître, au lieu, en effet, de rapporter les contenus empiriques, tels que la psychologie, la sociologie ou l'analyse des littératures et des mythes pouvant les faire apparaître, à la positivité historique du sujet qui les perçoit. L'ethnologie place les formes singulières de chaque culture, les différences qui l'opposent aux autres, les limites par quoi elle se définit et se ferme sur sa propre cohérence. Dans la dimension où se nouent ses rapports avec chacune des trois grandes positivités, la vie, le besoin et le travail, le langage. Ainsi, l'ethnologie montre comment se fait dans une culture la normalisation de grandes fonctions biologiques, les règles qui rendent possible ou obligatoire toutes les formes d'échange, de production et de consommation, les systèmes qui s'organisent autour ou sur le modèle des structures linguistiques. L'ethnologie s'avance donc vers la région où les sciences humaines s'articulant sur cette biologie, sur cette économie, sur cette philologie et cette linguistique dont on a vu de quelle hauteur elle les surplombant. C'est pourquoi le problème général de toute ethnologie est bien celui des rapports de continuité ou de discontinuité entre la nature et la culture. Mais en ce mode d'interrogation, le problème de l'histoire se trouve retourné, car il s'agit alors de déterminer, d'après le système symbolique utilisé,
d'après les règles prescrites, d'après les normes fonctionnelles choisies et posées. De quelle sorte de devenir historique chaque culture est susceptible. Elle cherche à ressaisir de la racine le mode d'historicité qui peut y apparaître et les raisons pour lesquelles l'histoire y serait nécessairement cumulative ou circulaire, progressive ou soumise à des oscillations régulatrices, capable d'ajustement spontané ou soumise à des crises. Et ainsi se trouve mis au jour le fondement de cette dérive historique à l'intérieur de laquelle les différentes sciences humaines, prenant leur validité et pouvant être appliquées à une culture donnée et sur une plage synchronique donnée, l'ethnologie comme la psychanalyse interroge non pas l'homme lui-même, tel qu'il peut apparaître dans les sciences humaines, mais la région qui rend possible en général un savoir sur l'homme, comme la psychanalyse. Elle travaille tout le champ de ce savoir, un mouvement qui tend à rejoindre les limites mais la psychanalyse se sert de rapports singuliers de transfert pour découvrir aux confins extérieurs de la représentation le désir, le loi, la mort, qui, dessinant à l'extrême de langage et de la pratique analytique les figures concrètes de la finitude. L'ethnologie, elle se loge à l'intérieur de rapports singuliers que la ratio occidentale établit avec toutes les autres cultures. Et à partir de là, il contourne les représentations que les hommes, dans une civilisation, pouvant se donner d'eux-mêmes, de leur vie, de leurs besoins, des significations déposées dans leur langage. Et elle voit surgir derrière ces représentations les normes à partir desquelles les hommes accomplissant les fonctions de la vie, mais en repoussant leur pression immédiate. Les règles à travers lesquelles ils éprouvent et maintiennent leurs besoins, les systèmes sur fond desquels toute signification leur est donnée. Le privilège de l'ethnologie et de la psychanalyse, la raison de leur profonde parenté et de leur symétrie. Il ne faut donc pas les chercher dans un certain souci qu'elles auraient l'une et l'autre de percer la profonde énigme, la part la plus secrète de la nature humaine. En fait, ce qui miroite dans l'espace de leur discours, c'est beaucoup plutôt à l'a priori historique de toutes les sciences de l'homme. Les grandes césures, les sillons,
les partages qui, dans l'épistème occidentale, ont dessiné les profils de l'homme et l'ont déposé pour un savoir possible. Il était donc bien nécessaire qu'elles soient toutes deux des sciences de l'inconsciente, non pas parce qu'elles atteignent en l'homme ce qui est au-dessus de sa conscience, mais parce qu'elles se dirigent vers ce qui, hors de l'homme, permettent qu'on sache d'un savoir positif. Ce qui se donne ou échappe à sa conscience. On peut comprendre à partir de là un certain nombre de faits décisifs. Et au premier rang, celui-ci, que la psychanalyse et l'ethnologie ne sont pas tellement des sciences humaines à côté des autres, mais qu'elles embarqueront le domaine entier, qu'elles l'animent sur toute sa surface, qu'elles répandent partout leurs concepts, qu'elles peuvent proposer en tout lieu leur méthode de déchiffrement et leur interprétation. Nulle science humaine ne peut s'assurer d'être quitte avec elle, ni tout à fait indépendant de ce qu'elle en peut découvrir, ni certaine de ne pas relever d'elle d'une manière ou d'une autre. Mais leur développement a ceci de particulier qu'elles ont beau avoir cette portée quasi-universelle. Elles n'approchent pas pour autant d'un concept général de l'homme. À aucun moment, elles ne tendent à cerner ce qu'il pourrait y avoir de spécifique, d'irréductible en lui, d'uniformément valable partout où il est donné à l'expérience. L'idée d'une anthropologie psychanalytique, l'idée d'une nature humaine, restituées par l'ethnologie ne sont que des vœux pieux. Non seulement elles peuvent se passer du concept d'homme, mais elles ne peuvent pas passer par lui, car elles s'adressent toujours à ce qui en constitue les limites extérieures. On peut dire de toutes deux ce que Levi Strauss disait de l'ethnologie. Qu'elle dissolvent l'homme. Non qu'il s'agisse de la retrouver mieux. Et plus pure et comme libérée, mais parce qu'elle remontant vers ce qui en formant la positivité. Par rapport aux sciences humaines, la psychanalyse et l'ethnologie sont plutôt des contre-sciences. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont moins rationnelles ou objectives que les autres, mais qu'elles les prennent à contre-courant, les ramenant à leur socle épistémologique,
et qu'elle ne cessant de défaire cet homme qui, dans les sciences humaines, fait et refait sa positivité. On comprend enfin que psychanalyse et ethnologie soyant établies l'une en face de l'autre, dans une corrélation fondamentale, depuis totem et tabou, l'instauration d'un champ qui leur serait commun, la possibilité d'un discours qui pourrait aller de l'une à l'autre sans discontinuité, la double articulation de l'histoire des individus sur l'inconscient des cultures et de l'historicité de celle-ci sur l'inconscient des individus, ouvrant sans doute les problèmes les plus généraux qui puissent se poser à propos de l'homme. On devine le prestige et l'importance d'une ethnologie qui, au lieu de se définir d'abord, comme elle l'a fait jusqu'ici, par l'étude des sociétés sans histoire, chercherait délibérément son objet du côté des processus inconscients qui caractérisent le système d'une culture donnée, d'une culture donnée. Elle ferait jouer ainsi le rapport d'historicité constitutif de toute ethnologie en général à l'intérieur de la dimension où s'est toujours déployée la psychanalyse. Ce faisant, elle n'assimilerait pas les mécanismes et les formes d'une société à la pression, à la répression de fantasmes collectifs. Retrouvant ainsi, mais à une plus grande échelle, ce que l'analyse peut découvrir au niveau des individus. Elle définirait comme système des inconscients culturels l'ensemble des structures formelles qui rendent signifiants les discours mythiques, donnant leur cohérence et leur nécessité aux règles qui régissent les besoins. Fondant autrement qu'en nature, alors que sur pure fonction biologique, les normes de vie, on devine l'importance symétrique d'une psychanalyse qui, de son côté, rejoindrait la dimension d'une ethnologie. Non pas par l'instauration d'une psychologie culturelle, non pas par l'explication sociologique de phénomènes manifestés au niveau des individus, mais par la découverte que l'inconscient lui aussi possède, ou plutôt qu'il est lui-même une certaine structure formelle. Par là, ethnologie et psychanalyse viendraient non pas se superposer ni même peut-être se rejoindre, mais se croiser comme deux lignes orientées différemment, l'une allant de
l'élision apparente de signifier dans la névrose à la lacune dans le système signifiant par où celle-ci vient se manifester. L'autre, allant de l'analogie des signifiés multiples dans les mythologies par exemple, à l'unité d'une structure dans les transformations formelles des livreront la diversité des récits. Ce ne serait donc pas au niveau des rapports entre individus et société, comme on l'a cru souvent, que la psychanalyse et l'ethnologie pourraient s'articuler l'une sur l'autre. Ce n'est pas parce que l'individu fait partie de son groupe. Ce n'est pas parce qu'une culture se reflète et s'exprime d'une manière plus ou moins déviante dans l'individu que ces deux formes de savoir sont voisines. Elles n'ont à vrai dire qu'un point commun. Mais il est essentiel et inévitable. C'est celui où elles se coupent à angle droit, car la chaîne signifiante par quoi se constitue l'expérience unique de l'individu est perpendiculaire au système formel à partir duquel se constituent les significations d'une culture. À chaque instant, la structure propre de l'expérience individuelle trouve dans le système de la société un certain nombre de choix possibles et de possibilités exclues. Inversement, les structures sociales trouvant en chacune de leurs points de choix un certain nombre d'individus possibles et d'autres qui ne le sont pas. De même que dans le langage, la structure linéaire rend toujours possible à un moment donné le choix entre plusieurs mots ou plusieurs phonèmes, mais exclut toutes les autres. Tous les autres. Alors, se forme le thème d'une théorie pure de langage qui donnerait à l'ethnologie et à la psychanalyse ainsi conçu leur modèle formel. Il y aurait ainsi une discipline qui pourrait couvrir dans son seul parcours aussi bien cette dimension de l'ethnologie qui rapporte les sciences humaines aux positivités qui les bordent. Que cette dimension de la psychanalyse qui rapporte le savoir de l'homme à la finitude qui le fonde. Avec la linguistique, on aurait une science parfaitement fondée dans l'ordre des positivités extérieures à l'homme, puisqu'il s'agit d'un langage pur et qui, traversant tout l'espace des sciences humaines, rejoindrait la question de la finitude,
puisque c'est à travers le langage et en lui que la pensée peut penser, de sorte qu'il est en lui-même une positivité qui vaut comme le fondamental. Au-dessus de l'ethnologie et de la psychologie, psychanalyse, plus exactement intriquée avec elle, une troisième contre-science viendrait parcourir, animer, inquiéter tout le champ constitué des sciences humaines. Et en le débordant aussi, bien du côté des positivités que du côté de la finitude, elle en formerait la contestation la plus générale. Comme les deux autres contre-sciences, elle ferait apparaître sur un mode discursif les formes limites des sciences humaines. Comme elles deux, elle logerait son expérience dans ces régions éclairées et dangereuses où le savoir de l'homme joue, sous les espèces de l'inconscient et de l'historicité. Son rapport avec ce qui les rend possibles, à elle trois, elle risquante en l'exposante, c'est la même qui a permis à l'homme d'être connu. Ainsi, se fit sous ses yeux le destin de l'homme. Mais il se file à l'inverse, sur ses étranges yeux. Il est reconduit aux formes de sa naissance, à la patrie qui l'a rendu possible. Mais n'est-ce pas une manière de l'amener à sa fin? Car la linguistique ne parle pas plus de l'homme lui-même que la psychanalyse ou l'ethnologie. On dira peut-être qu'en jouant ce rôle, la linguistique ne fait que reprendre les fonctions qui avaient été jadis celles de la biologie ou de l'économie. Lorsqu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, on avait voulu unifier les sciences humaines sur des concepts empruntés à la biologie ou à l'économie. Mais la linguistique risque d'avoir un rôle beaucoup plus fondamental. Et pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle permet, qu'elle s'efforce en tout cas de rendre possible la structuration des contenus eux-mêmes. Elle n'est donc pas une reprise théorique des connaissances acquises par alors, interprétation d'une lecture déjà faite des phénomènes. Il ne propose pas version linguistique des faits observés dans les sciences humaines. Elle est le principe d'un déchiffrement premier. Sous un regard armé par elle, les choses n'accédant à l'existence que dans la mesure où elles peuvent former les éléments d'un système signifiant. L'analyse linguistique est plus une perception qu'une explication, c'est-à-dire
qu'elle est constitutive de son objet même. De plus, voilà que par cette émergence de la structure, comme rapport invariant dans un ensemble d'éléments, le rapport des sciences humaines aux mathématiques se trouve ouvert à nouveau et selon une dimension toute nouvelle. Il ne s'agit plus de savoir si on peut quantifier des résultats ou si les comportements humains sont susceptibles d'entrer dans le champ d'une probabilité mesurable. La question qui se pose est de savoir si on peut utiliser sans jeu de mots la notion de structure, ou du moins si c'est de la même structure qu'on parle en mathématiques et dans les sciences humaines. Question qui est centrale si on veut connaître les possibilités et les droits, les conditions et les limites, d'une formalisation justifiée. On voit que le rapport des sciences de l'homme à l'axe des disciplines formelles a priori, rapport qui n'avait pas été essentiel jusqu'alors, étant qu'on avait voulu l'identifier au droit de mesurer. Ce ranime et devient peut-être fondamental maintenant que dans l'espace des sciences humaines surgit également leur rapport à la positivité empirique du langage et l'analytique de la finitude. Les trois assises qui définissent le volume propre aux sciences de l'homme devenant ainsi visibles et presque simultanément dans les questions qu'elles posent. Enfin, l'importance de la linguistique et de son application à la connaissance de l'homme fait réapparaître en son insistance énigmatique la question de l'être, du langage dont on a vu combien elle était liée aux problèmes fondamentaux de notre culture. Question que l'utilisation toujours plus étendue des catégories linguistiques alors dit encore, puisqu'il faut désormais se demander ce que doit être le langage pour structurer ainsi ce qui n'est pourtant de soi-même ni parole ni discours. Et pour s'articuler sur les formes pures de la connaissance, par un chemin beaucoup plus long et beaucoup plus imprévu, on est reconduit à ce lieu Nietzsche et Mallarmé ayant indiqué lorsque l'un avait demandé qui parle et que l'autre avait vu scintiller la réponse dans un mot lui-même. L'interrogation sur ce qu'est le langage en son être reprend une fois encore son ton impératif. En ce point où la question
du langage ressurgit avec une si forte détermination et où elle semble investir de toutes parts la figure de l'homme. Cette figure qui avait pris justement jadis la place du discours classique. La culture contemporaine est à l'œuvre pour une part importante de son présent et peut-être de son avenir. D'un côté apparaissant comme soudain très proche de tous ces domaines empiriques. Des questions qui semblaient jusqu'alors en être fort éloignées. Ces questions sont celles d'une formalisation générale de la pensée et de la connaissance, et au moment où on les croyait encore voués au seul rapport de la logique et des mathématiques. Voilà qu'elle ouvrant sur la possibilité aussi, sur la tâche de purifier la violaison empirique par la constitution de langage formel et d'exercer une seconde critique de la raison pure à partir de formes nouvelles, de l'a priori mathématique. Cependant, à l'autre extrémité de notre culture, la question du langage se trouve confiée à cette forme de parole qui n'a sans doute pas cessé de la poser, mais qui pour la première fois se la pose à elle-même. Que la littérature de nos jours soit fascinée par l'être du langage. Ce n'est là ni le signe d'une fin, ni la preuve d'une radicalisation. C'est un phénomène qui enracine sa nécessité dans une très vaste configuration où se dessine toute la nervure de notre pensée et de notre savoir. Mais si la question des langages formels fait valoir la possibilité ou l'impossibilité de structurer les contenus positifs, une littérature vouée au langage fait valoir en leur vivacité empirique les formes fondamentales de la finitude, de l'intérieur du langage, éprouvé et parcouru comme langage, dans le jeu de ses possibilités tendues à leur point extrême, ce qui s'annonce, c'est que l'homme est fini et qu'en parvenant au sommet de toute parole possible, ce n'est pas au corps de lui-même qu'il arrive, mais au bord de ce qui le limite, dans cette région où rôde la mort, où la pensée s'éteint, où la promesse de l'origine indéfiniment recule. Ce nouveau mode d'être de la littérature, il fallait bien qu'il fût dévoilé dans des œuvres comme celle d'Artaud ou de Roussel, et par des hommes comme eux. Chez Artaud,
Le langage recusé comme discours est repris dans la violence plastique du heurt et renvoyé au cri, au corps torturé, à la matérialité de la pensée, à la chair. Chez Roussel, le langage réduit en poudre par un hasard systématique ménager. Raconte indéfiniment la répétition de la mort et l'énigme des origines dédoublées. Et comme si cette épreuve des formes de la finitude dans le langage ne pouvait pas être supportée. Ou comme elle était insuffisante. Elle était insuffisante. Peut-être son insuffisance même était-elle insupportable. C'est à l'intérieur de la folie qu'elle s'est manifestée. La figure de la finitude se donnant ainsi dans le langage, comme ce qui se dévoile en lui, mais aussi avant lui, en deçà, comme cette région informe, muette et insignifiant, où le langage peut se libérer. Et c'est bien dans cet espace ainsi mis à découvert que la littérature, avec le surréalisme d'abord, mais sous une forme encore bien travestie, puis de plus en plus purement, avec Kafka, avec Bataille, avec Blanchard, s'est donné comme expérience de la mort, et dans l'élément de la mort, de la pensée impensable, et dans sa présence inaccessible, de la répétition de l'innocence originaire, toujours là au terme le plus proche du langage et toujours les plus éloignés. Comme expérience de la finitude, prise dans l'ouverture et la contrainte de cette finitude. On voit que ce retour de langage n'a pas dans notre culture valeur d'interruption soudaine. Ce n'est point la découverte irruptive d'une évidence enfouie depuis longtemps. Ce n'est point la marque d'un repli de la pensée sur elle-même, dans le mouvement par lequel elle s'affranchit de tout contenu, et d'un narcissisme de la littérature se libérante, enfin, de ce qu'elle aurait à dire, pour ne plus parler que du fait qu'elle est langage mis à nous. En fait, il s'agit là du dépli rigoureux de la culture occidentale selon la nécessité qu'elle s'est donnée à elle-même au début du XIXe siècle. Il serait faux de voir en cet indice général de notre expérience qu'on peut appeler le formalisme, le signe d'un dessèchement, d'une raréfaction de la pensée incapable de ressaisir la plénitude des contenus,
il ne serait pas moins faux de les placer d'emblée sur l'horizon d'une nouvelle pensée et d'un nouveau savoir. C'est à l'intérieur du dessin très serré, très cohérent de l'épistème moderne que cette expérience contemporaine a trouvé sa possibilité. C'est même lui qui, par sa logique, la société, l'a constituée de part en part et a rendu impossible qu'elle n'existe pas. Ce qui s'est passé à l'époque de Ricardo, de Cuvier et de Bach, cette forme de savoir qui s'est instaurée avec l'économie, la biologie et la philologie, la pensée de la finitude, que la critique kantienne a prescrit comme tâche à la philosophie. Tout ceci forme encore l'espace immédiat de notre réflexion. Nous pensons en ce lieu. Et pourtant l'impression d'achèvement et de fin. Le sentiment sort qui porte, animer notre pensée. L'on dort peut-être ainsi de la félicité de ses promesses et qui nous fait croire que quelque chose de nouveau est en train de commencer, dont on ne soupçonne qu'un trait léger de lumière au bas de l'horizon. Ce sentiment et cette impression ne sont peut-être pas mal fondés. On dira qu'ils existent, qu'ils n'ont cessé de se formuler toujours à nouveau depuis le début du XIXe siècle. On dira que Hölderlin, que Hegel, que Feuerbach et Marx avaient tous déjà cette certitude qu'on a une pensée et peut-être une culture achevante, et que du fond d'une distance qui n'était peut-être pas invincible, une autre s'approchait. Dans la réserve de l'aube, dans l'éclat du midi, ou dans la distinction du jour qui s'achève. Mais cette proche, cette périlleuse imminence dont nous redoutons aujourd'hui la promesse, dont nous accueillons le danger, n'est sans doute pas de même ordre. Alors, ce que cette annonce enjoignait à la pensée, c'était d'établir pour l'homme un stable séjour sur cette terre, d'où les dieux s'étaient détournés ou effacés. De nos jours, et Nietzsche l'a encore indiqué de loin, le point d'inflexion, ce n'est pas tellement l'absence ou la mort de Dieu qui est affirmée, mais le fin de l'homme, semence, cet imperceptible décalage se recoule dans la forme de l'identité qui font que la finitude de l'homme est devenue sa fin. Il se découvre
alors que la mort de Dieu et le dernier homme est parti lié. N'est-ce pas le dernier homme qui annonce qu'il a tué Dieu? Plaquant ainsi son langage, sa pensée, son rire dans l'espace de Dieu déjà mort, mais se donnant aussi comme celui qui a tué Dieu et dont l'existence enveloppe la liberté et la décision de ce meurtre. Ainsi, le dernier homme est à la fois plus vieux et plus jeune que la mort de Dieu, puisqu'il a tué Dieu. C'est lui-même qui doit répondre de sa propre finitude. Mais puisque c'est dans la mort de Dieu qu'il parle, qu'il pense et existe, son meurtre lui-même est voué à mourir des dieux nouveaux, les mêmes gonflant déjà l'océan futur. L'homme va disparaître plus que la mort de Dieu, ou plutôt dans l'assilage de cette mort et selon une corrélation profonde avec elle. Ce qu'annonce la pensée de Nietzsche, c'est la fin de son meurtrier. C'est l'éclatement du visage de l'homme dans le rire et le retour des masques. C'est la dispersion de la profonde coulée du temps par laquelle il se sentait porté et dont il soupçonnait la pressoin dans l'être même des choses. C'est l'identité de retour du même et de l'absolue dispersion de l'homme. Pendant tout le 19e siècle, le fin de la philosophie et la promesse d'une culture prochaine ne faisaient sans doute qu'une seule et même chose avec la pensée de la finitude et l'apparition de l'homme dans le savoir. De nos jours, le fait que la philosophie soit toujours et encore en train de finir et le fait qu'elle peut être, mais plus encore en dehors d'elle et contre elle, dans la littérature comme dans la réflexion formelle. La question du langage se pose, prouvant sans doute que l'homme est en train de disparaître. C'est que toute l'épistème moderne, celle qui est formée vers la fin du XVIIIe siècle, et sert encore de sol positif à notre savoir. Celle qui a constitué le mode d'être singulier de l'homme et la possibilité de la connaître empiriquement. Toute cette épistème était liée à la disparition du discours et de son règne monotone, au glissement du langage du côté de l'objectivité et à réapparition multiple.
si ce même langage surgit maintenant avec de plus en plus d'insistance en une unité que nous devons, mais que nous ne pouvons pas encore penser. N'est-ce pas le signe que toute cette configuration va maintenant basculer et que l'homme est en train de périr à mesure que brille plus fort à notre horizon l'être du langage? L'homme s'étant constitué quand le langage était voué à la dispersion, ne va-t-il pas être dispersé quand le langage se rassemble? Et si cela était vrai, ne serait-ce pas une erreur profonde puisqu'elle nous cacherait ce qu'il faut penser maintenant, d'interpréter l'expérience actuelle comme une application des formes du langage à l'ordre de l'humain? Ne faudrait-il pas plutôt renoncer à penser l'homme pour être plus rigoureux? Penser au plus près de cette disparition de l'homme et le seul de possibilité de toutes les sciences de l'homme dans sa corrélation avec notre souci du langage? Ne faut-il pas admettre que le langage étant là de nouveau, l'homme va revenir à cette inexistence séréne où l'avait maintenu jadis l'unité impérieuse du discours? L'homme avait été une figure entre deux modes d'être du langage, ou plutôt, il ne s'est constitué que dans le temps où le langage, après avoir été logé à l'intérieur de la représentation et comme dissous en elle, ne s'en est libéré qu'en se morcelant. L'homme a composé sa propre figure dans les interstices d'un langage en fragments. Bien sûr, ce ne sont pas là des affirmations, tout au plus des questions auxquelles il n'est pas possible de répondre. Il faut les laisser en suspens là où elles se posent en sachant seulement que la possibilité de les poser ouvre sans doute sur une pensée future. Une chose, en tout cas, est certaine, c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. En prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographique restreint, la culture européenne depuis le VIe siècle, on peut être sûr que l'homme y est une invention récente. Ce n'est pas autour de lui et de ses secrets que longtemps, obscurément, le savoir a rôdé. En fait, parmi toutes les mutations qui ont affecté le savoir des choses et de leur ordre, le savoir des identités, des différences
des caractères, des équivalences, des mots. Bref, au milieu de tous les épisodes de cette profonde histoire d'humaine, un seul, celui qui a commencé il y a un siècle et demi et qui peut-être est en train de se clore, a laissé apparaître la figure de l'homme. Et ce n'était point la libération d'une vieille inquiétude, passage à la conscience lumineuse, d'un souci millénaire, à l'objectivité de ce qui longtemps était resté pris dans des croyances ou dans des philosophies. C'était l'effet d'un changement dans les dispositions fondamentales du savoir. L'homme est une invention dans l'archéologie de notre pensée, montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus présenter la possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, elles basculant comme le fit au tournant du XVIIIe siècle, le sol de la pensée classique. Alors, on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable.